Le retour de l'obscurantisme dans ouzbekerika.com du 29 mars 2025. L'obscurantisme accompagne systématiquement la prise de pouvoir par des régimes totalitaires ou fascistes ou par l'invasion d'un pays par une armée étrangère provoquant la fuite des chercheurs et des scientifiques. Ainsi, en 1914, dès l'invasion de l'armée allemande sur le territoire belge, des universitaires et étudiants belges gagnent la France et le Royaume-Uni et trouvent refuge dans des universités comme la Sorbonne ou Cambridge. Quand les nazis prennent le pouvoir en 1933, en Allemagne, 5500 universitaires, écrivains, artistes et journalistes juifs quittent le pays, comme Albert Einstein ou Hannah Arendt. En Uruguay, lors d'un coup d'État de 1973, la dictature militaire s'en prend violemment aux intellectuels. 10% de la population fuit le pays, dont de nombreux scientifiques. De même, en Iran, après la révolution islamique de 1979, les universités iraniennes deviennent la cible du régime. Des dizaines de milliers d'intellectuels quittent le pays chaque année, provoquant une pénurie d'universitaires. En 2009, l'Iran est en tête de liste des nations perdant le plus d'universitaires, entre 150 000 et 180 000 départs d'intellectuels chaque année. Depuis février 2022, selon la revue Humanities and Social Sciences Communication, en décembre 2023, 18% des scientifiques ukrainiens ont fui leur pays. Fin 2023, un dispositif d'urgence a été mis en place pour aider les scientifiques et artistes palestiniens à échapper aux bombes israéliennes. Aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump a orchestré le licenciement de dizaines de milliers d'employés fédéraux, interdit l'usage de centaines de mots dans les documents officiels et imposé des coupes budgétaires drastiques mettant en péril la pérennité de la recherche scientifique au sein du pays. L'université Johns Hopkins, par exemple, située à Baltimore, s'apprête ainsi à licencier 2000 de ses employés en raison de la baisse des financements. Et Harvard a d'ores et déjà gelé les embauches. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait décidé de lutter contre l'espionnage chinois. Des dizaines d'universitaires sino-américains ont été accusés de fraude, parfois sans preuve. 250 universitaires ont ainsi perdu leur emploi. D'après une étude parue en 2023, les départs de scientifiques nés en Chine, mais basés aux États-Unis, ont augmenté de 75% à cette époque. Le dernier rapport 2024 de l'Academic Freedom Index montre que 3,6 milliards de personnes vivent aujourd'hui dans des pays où la liberté académique est totalement restreinte. On pensait que les bûchers de l'obscurantisme s'étaient éteints à la fin du XIXe siècle et que le Lumière l'avait définitivement chassé. Il n'en est donc rien. La marque Chanel avance masquée dans mongabe.com du 19 mars 2025. Loki Mombavanto est une zone protégée de Madagascar qui s'étend sur plus de 2500 km². Elle abrite notamment 10 espèces de lémuriens, dont le Propithèque à couronne dorée ou Propithecus tatersali, des primates dangereusement proches de l'extinction qu'on ne trouve qu'à Madagascar et au moins 127 espèces d'oiseaux. Pas de chance pour les lémuriens et les oiseaux et la flore et la faune en général, il y a de l'or sous leurs pattes et sous leurs ailes. Les orpailleurs se sont rués sur cette aubaine et la marque de luxe Chanel y a vu une opportunité. Ce sont 500 km² qui risquent d'être gravement affectés par les appétits de la marque. En 2019, celle-ci a collaboré avec Fanambi, une ONG de protection de l'environnement malgache, afin de lancer le projet, assurer la coexistence de l'exploitation minière artisanale et des aires protégées pour un approvisionnement responsable en or. Achieving Artisanal Mining and Protected Area Coexistence and Responsible Gold Sourcing. Chanel a mis 400 000 € sur la table pour financer le projet sous le contrôle de l'ONG Fanambi, alors que celle-ci était chargée de protéger les lémuriens. Dans le contrat qui liait l'ONG à Chanel, il était indiqué ceci. Fanambi s'engage à maintenir strictement confidentielle la participation de Chanel au projet. Devant le danger d'un tel projet pour la zone protégée, le gouvernement malgache a suspendu l'exportation de l'or en septembre 2020. C'est Salmom qui nous gouverne dans theconversation.com du 31 mars 2025. Nous allons parler de l'hubris des dirigeants et autres fortunes mondiales. Rappelons que l'hubris signifie démesure ou excès, du grec hybris, qui s'y désigne le sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et entraîne sa perte, à l'instar d'Icare. L'hubris est un comportement totalement immature qui ignore tout sens moral qu'on pourrait résumer ainsi: inconscience, inconsistance, inconséquence. Les enfants et préadolescents peuvent souffrir d'un tel désordre qui peut perdurer s'ils n'accèdent pas à la maturité. En 1986, Richard Roll, professeur de finance à Caltech, au cœur de la Silicon Valley, publie les premiers travaux sur l'hubris du dirigeant. À l'époque, il tente d'expliquer pourquoi certains directeurs ou présidents d'entreprises paient trop cher certaines acquisitions, pour finir par conclure qu'une partie du surcoût peut être imputée à l'ego du dirigeant et à la perte par celui-ci du sens de la mesure. C'est ce que Roll nomme l'hypothèse d'hubris.
Par exemple, dans les années 2000, la révélation de scandales tels qu'Enron, Lehman Brothers ou encore Vivendi Universal témoignent parfaitement de la combinaison fatale de l'ego, de la mauvaise gestion et de la corruption. En 2009, Lord Devin Owen, médecin psychiatre et ancien ministre des Affaires étrangères britannique, propose un tableau clinique du syndrome d'Hubris, regroupant 14 critères permettant de poser un diagnostic dont narcissisme, une confiance excessive dans son propre jugement et le mépris pour les conseils ou les critiques des autres, asocialité, perte de contact avec la réalité et isolement progressif, l'histrionisme, un affichage d'une grande confiance en soi malgré des situations de grande crise, etc. On peut ajouter le rapport à soi, style communicationnel théâtral et égocentré, décisions stratégiques hasardeuses, stratégie irréaliste et ambition démesurée, enracinement au pouvoir et incapacité à transmettre le pouvoir. Le rapport aux autres, comportement dominant, destructeur, incluant agression, harcèlement, menace, intimidation, refus de toute critique, absence d'empathie. Le rapport au monde, manquement à l'éthique, contestation de l'autorité de la loi, de la justice, refus de prendre la responsabilité. Ces quelques critères permettent aisément de mettre des noms et de comprendre à qui nous avons affaire. L'hubris a un coût. En ce qui concerne Elon Musk, il s'établit à 800 milliards de capitalisation boursière à Wall Street perdue en 3 mois et un recul de 50% à 80% de vente des véhicules. Que dire des coûts consécutifs à l'hubris des dirigeants politiques, de dettes abyssales, aventures guerrières hasardeuses, répression violente, etc. Bref, aujourd'hui, nous subissons le désordre comportemental des gardements qui nous gouvernent. Rappelons l'avertissement de l'Ecclésiaste, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ». Les sécheresses sont hors de prix dans YouMatter.world du 12 décembre 2024. Le 2 décembre 2024, les Nations Unies ont publié un rapport en forme d'alerte sur les risques que font peser les sécheresses sur notre santé, notre planète et notre économie. Celles-ci ont déjà augmenté de près de 30% depuis 2000, à la fois en raison du changement climatique, mais aussi de notre gestion non durable des terres et de la ressource en eau, qui est source d'aggravation de ses conséquences. On y apprend qu'aujourd'hui, la sécheresse affecte près de 2 milliards de personnes par an, dont 85% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Que les zones arides sont en expansion et représentent plus de 40% des terres émergées. Que d'ici 2050, ce sont 3 personnes sur 4 dans le monde qui seront affectées par la sécheresse. Les sécheresses sont l'un des risques les plus coûteux et les plus mortels du monde. Elles coûtent près de 300 milliards d'euros par an au niveau mondial. La France n'y échappe pas, selon les données du Comité scientifique français de la désertification. Environ 1% du territoire est affecté, notamment le pourtour méditerranéen, la Corse du Sud, ainsi que la Réunion, la Guadeloupe et Mayotte. En Europe, en 2018, les sécheresses ont conduit à des pertes de récoltes allant jusqu'à 50% pour des céréales comme le blé ou le maïs. En 2022, l'Italie et le Portugal ont enregistré une baisse record de stockage d'énergie. Début 2024, la Catalogne, touchée par une sécheresse historique amorcée à l'automne 2020, avait dû imposer des restrictions d'eau drastiques en déclarant l'état d'urgence sécheresse pour 6 millions de personnes à Barcelone et sa ceinture métropolitaine. Rappelons que les sécheresses peuvent réduire la production d'hydroélectricité, provoquant une hausse de prix de l'énergie ou des pannes d'électricité. Elles peuvent aussi perturber le commerce international en raison des faibles niveaux d'eau qui rendent difficile le transport sur les voies navigables intérieures, comme on l'a vu avec le canal de Panama encore cette année. L'industrialisation et l'ultralibéralisme agricole sont un échec total dans la Terre.fr du 12 mars 2025. La revue a conduit un entretien avec Raymond Girardi, vice-président du mouvement de défense des exploitants familiaux. Il fait d'abord un état des lieux. La cogestion FNSEA-gouvernement depuis l'après-guerre a emmené au désastre actuel. Effondrement du nombre d'agriculteurs de 2,5 millions à 350 000 et de la souveraineté alimentaire, fruits, légumes, viande, grande culture, hormis le blé. Il rappelle que les syndicats agricoles majoritaires défendent le libéralisme pur et dur avec comme socle l'économie de marché basée sur l'offre et la demande. Alors que les paysans ont besoin de prix garantis pour avoir un revenu décent. Il ajoute que l'industrialisation de l'agriculture et l'ultralibéralisme agricole qui devait résoudre la question de la souveraineté alimentaire est un échec total et qu'il convient de développer un nouveau modèle agricole et revenir à 1 million d'agriculteurs en France. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.